Des milliards d'électeurs se sont rendus aux urnes en 2024. Oui, des milliards. Plus de 100 pays ont organisé des élections, dont 8 des 10 nations les plus peuplées au monde. Une véritable folie. Mais voici la grande question. Qui a réellement pris le dessus? La droite, la gauche ou le centre? On entend souvent parler de la vague d'extrême droite, mais est-elle vraiment une réalité? Pour y répondre, nous allons nous amuser un peu dans cette vidéo. Aujourd'hui, l'UE simplifiée plonge dans les élections au sein de l'Union européenne et nous allons compter toutes les victoires avec un système de points. Tout d'abord, établissons quelques règles de base pour que tout cela fonctionne. Règle 1. Nous nous concentrons uniquement sur les élections dans l'UE. Oui, notre grand frère l'Amérique a aussi voté, mais ici c'est une chaîne centrée sur l'UE. Règle 2. Seules les élections parlementaires nationales et le second tour des élections présidentielles comptent. Donc, pas d'élections régionales allemandes, désolé Thuringe, mais il y a une exception, les élections au Parlement européen. Ce qui est quand même un peu évident pour une chaîne dédiée à l'UE. Et règle numéro 3, le système de points. Les vainqueurs de chaque élection remportent un point pour leur camp, que nous avons classé en 5 catégories. L'extrême gauche, la gauche modérée, le centre, la droite modérée ou l'extrême droite. Si un pays bascule, par exemple de la droite à la gauche, l'équipe perdante reçoit un point négatif. Pourquoi? Parce que perdre face à son plus grand rival mérite des conséquences, pas vrai? Nous savons que catégoriser ces partis en gauche ou droite devient de plus en plus compliqué, mais nous ferons de notre mieux. Et surtout, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nos décisions. Commençons avec notre toute première élection, la Finlande. Il s'agissait d'une élection présidentielle et le second tour opposait Pekka Haavisto, un indépendant allié à la Ligue verte finlandaise de centre-gauche, à Alexander Stubb, du parti de la coalition nationale de centre-droite. Un affrontement classique entre centre-droite et centre-gauche. Et le vainqueur est Monsieur Stubb qui a obtenu 51,6% des voix au second tour. Voilà où ça devient intéressant. Certains pourraient affirmer que Stubb penche vers le centre-gauche. Il est leader de l'aile libérale de la coalition nationale, il soutient le multiculturalisme, le mariage pour tous et une immigration contrôlée. Mais malgré ses positions, Stubb et son parti s'identifient comme centre-droite. Donc, nous restons cohérents et attribuons un point au camp de centre-droite. Quant au président précédent, Sauli Niinisto, il était également affilié à la coalition nationale et avait une idéologie de centre-droite. Puisqu'il n'y a pas de basculement dans la direction politique de la Finlande, aucun point négatif ne sera attribué. Passons directement à la prochaine élection en Hongrie, également en février. Contrairement à l'élection présidentielle directe en Finlande, le processus en Hongrie est indirect. C'est le Parlement qui choisit le président. Le Parlement hongrois a élu Tamás Sullyok, ancien président de la Cour constitutionnelle, comme nouveau président. Sullyok était le seul candidat et il a obtenu 134 des 198 voix lors d'un vote à bulletin secret. Bien que Sullyok soit officiellement indépendant, son soutien par le parti Fidesz du Premier ministre Viktor Orban le place dans le camp de l'extrême droite. Du coup, nous les attribuons un point. Étant donné que la précédente présidente, Katalin Novák, était également associée à Fidesz, il n'a aucun changement d'orientation politique en Hongrie et donc il n'y a aucun point négatif. Passons maintenant à la Slovaquie, voisine de la Hongrie. En avril 2024, la Slovaquie a organisé le second tour de ses élections présidentielles. Les candidats étaient Peter Pellegrini, ancien Premier ministre et fondateur du parti de centre-gauche HLAS-SD, et Ivan Korčok, ancien ministre des Affaires étrangères associé au parti centriste Slovaquie progressiste. Pellegrini, candidat indépendant, a reçu un fort soutien du Premier ministre Robert Fico et de son parti Direction sociale-démocrate, ou Smer-SD. Bien que ce parti est plutôt associé à la gauche, le Smer-SD adopte des positions conservatrices sur les questions comme l'eurosceptisme et le nationalisme. Korčok était à la tête du premier tour, mais Pellegrini a finalement remporté la victoire au second tour avec 53,1% des voix. Cette victoire rapporte un point au camp de la gauche. Cependant, comme la présidente précédente, Zuzana Čaputová, appartenait au parti centriste Slovaquie progressiste, la victoire de Pellegrini représente un basculement politique majeur. Cela signifie un point négatif pour le centre qui a perdu. Ensuite, en avril, nous avons eu les élections parlementaires en Croatie. La bataille principale opposait l'Union démocratique croate, ou HDZ, de centre-droite, au parti Rivière de Justice, de centre-gauche. Déjà au pouvoir depuis 2 mandats, le HDZ visait un 3e. Et devinez quoi,
ils l'ont fait. Le HDZ a remporté 61 sièges sur 151, le parti Rivière de Justice en a obtenu 42, la coalition d'extrême droite Mouvement pour la Patrie a décroché 14 sièges et le reste a été réparti entre des indépendants mais avec un nombre plus limité de sièges. Après environ 2 semaines de négociations, le HDZ a formé un gouvernement de coalition avec le Mouvement pour la Patrie. Et voici donc le décompte des points. Centre-droite, 1 point pour avoir remporté l'élection. C'est simple, ils ont obtenu le plus de sièges. L'extrême droite, 1 point pour avoir rejoint le gouvernement en tant que partenaire de coalition. Et enfin, pas de points négatifs ici, le HDZ est resté au pouvoir, donc aucun basculement dans la direction politique. Ensuite, la Lituanie, où il y a eu une élection présidentielle. Le duel opposait Gitanas Nausėda, président sortant indépendant, à Ingrida Šimonytė, soutenu par le parti de centre-droite Union de la Patrie. Et disons-le franchement, ce n'est même pas serré. Nausėda a écrasé la concurrence, remportant la victoire avec plus de 75% des voix. C'est la plus grande marge de victoire jamais enregistrée pour un candidat présidentiel en Lituanie lors d'une élection libre. Voici maintenant la partie délicate. Nausėda est indépendant et ses positions politiques sont difficiles à classer. Cependant, en 2024, il a déclaré que sa vision s'alignait avec la social-démocratie et sa réélection a été soutenue par le Parti social-démocrate lituanien de centre-gauche et le Parti des régions lituaniennes de gauche. Sur cette base, nous attribuerons 1 point au camp de la gauche. Un petit update sur les scores, les centristes sont toujours en difficulté, tandis que les camps de gauche, droite et extrême droite sont à égalité. Mais cela ne va pas durer. Passons aux élections les plus importantes de l'année, les élections du Parlement européen. Ces élections ont eu lieu dans les 27 États membres de l'UE sur 4 jours, du 6 au 9 juin. N'oubliez pas que vos partis nationaux font partie de groupes politiques plus larges au sein de l'UE. Consultez la description de cette vidéo pour un lien vous montrant où se situe votre parti. Avant les élections, le Parti populaire européen, ou le PPE, issu de la droite, le Parti progressiste des socialistes et démocrates, de la gauche, et Renew Europe détenaient la majorité. Mais après le dépouillement des votes, la composition du Parlement a connu un bouleversement majeur. Le PPE de centre-droite a remporté 188 sièges. Il a gagné 1 siège. Le SED de centre-gauche a remporté 136 sièges et en a perdu 12. Le nouveau groupe d'extrême droite Patriots pour l'Europe a remporté 84 sièges. Le groupe conservateur de la droite ECR a remporté 78 sièges, il en a gagné 16. Le groupe Renew Europe centriste a remporté 77 sièges, ils ont perdu 20 sièges et ils ont été relégués à la 5e place. Les Verts ont remporté 53 sièges, ils en ont perdu 14. La gauche a remporté 46 sièges, ils en ont gagné 6. Et le nouveau groupe d'extrême droite Europe pour les nations souveraines a remporté 25 sièges. Cette élection a été un tournant. Renew Europe est passé de la 3e à la 5e place. 2 nouveaux groupes d'extrême droite ont émergé et l'ECR est devenu le 4e groupe le plus influent. Pendant ce temps, les groupes progressistes ont perdu des sièges partout tandis que les nationalistes et les conservateurs ont clairement pris de l'avance. Mais comment attribuer les points ici? Décomposons cela. Tout d'abord, le PPE a remporté les élections. Donc, cela vaut 1 point pour la droite. Ensuite, nous avons eu 2 nouveaux groupes d'extrême droite. Les Patriotes pour l'Europe et l'Europe des nations souverains, ayant un impact significatif. Cela vaut 1 point pour l'extrême droite. Maintenant, Renew Europe a non seulement perdu le plus de sièges, mais a aussi chuté de 2 places dans le classement. Pour cela, ils obtiennent moins 1 point. Parlons également des rôles clés au sein de l'UE. Ursula von der Leyen, du PPE de centre-droite, est restée présidente de la Commission, offrant 1 point à la droite. Et Antonio Costa, du centre-gauche, est devenu le nouveau président du Conseil, donc nous accordons 1 point à la gauche. Enfin, l'équipe d'Ursula von der Leyen, la Commission européenne, composée de 27 commissaires. Von der Leyen a formé son équipe et l'attribution des postes supérieurs révèle où réside l'influence politique. Une part importante a été attribuée au PPE du centre-droite, offrant 1 point au camp de la droite. Pendant ce temps, le SND de centre-gauche a sécurisé des rôles notables, donc nous attribuons 1 point à la gauche. Ce qui est surprenant, c'est la performance de Renew Europe, le groupe centriste, qui a réussi à sécuriser 5 commissaires malgré leurs mauvais résultats électoraux. Pour cela, le camp centriste gagne 1 point également. Le retour du centriste est-il en marche? Nous verrons.
Le dernier jour des élections du Parlement européen, 2 autres États membres de l'UE ont élu leurs parlements nationaux. Commençons par les élections fédérales de la Belgique. Le Parlement fédéral belge compte 150 députés et tous les sièges étaient à jouer lors de cette élection. L'Alliance flamande nationaliste et eurosceptique, N-VA, est sortie en tête, remportant 24 sièges. En deuxième position, le Vlaams Belang, conservateur et nationaliste, a sécurisé 20 sièges. À égalité avec 20 sièges, le mouvement réformateur, francophone libéral, se classe également en deuxième position. Les sièges restants ont été partagés entre d'autres partis. Et oui, pour un petit pays, le Parlement belge a vraiment beaucoup de partis. Peut-être un peu trop. Au moment de l'enregistrement, la formation d'un nouveau gouvernement est toujours en cours. Et il est incertain si N-VA ou Vlaams Belang prendront part aux discussions. En fonction de ces résultats, nous attribuerons 1 point pour le camp de droite pour la victoire de N-VA, car il s'aligne sur cette catégorie, et 1 point à l'extrême droite pour la forte performance de Vlaams Belang. Le second État membre de l'UE à tenir des élections nationales le 9 juin était la Bulgarie, un pays qui a vraiment maîtrisé l'art du chaos politique. Il s'agissait de leur 6e élection en seulement 3 ans. Et incroyablement, ce n'était que la première des 2 élections prévues en 2024. Comme cela devient une norme en Bulgarie, les plus grands partis ont échoué à former une coalition. Finalement, le président Rumen Radav est intervenu, nommant un gouvernement intermédiaire et appelant à de nouvelles élections en octobre. Pour éviter de comptabiliser 2 fois les points, nous n'attribuerons aucun point pour cette première élection. Concentrons-nous donc sur la seconde. En octobre, les Bulgares se sont rendus aux urnes pour élire tous les 240 sièges de l'Assemblée nationale. La fatigue électorale était claire, avec un taux de participation à seulement 38,94%. En tête, la droite GERB-SDS qui a sécurisé 69 sièges. En deuxième position, le PPDB, centriste à centre-droite, avec 37 sièges. En troisième place, le parti d'extrême droite Revival réclamant 35 sièges. Les sièges restants ont été répartis entre des partis plus petits. Les gagnants clairs de cette élection sont GRB-SDS, et nous attribuerons 1 point au camp de droite pour leur victoire. Cependant, la tumulte politique en Bulgarie, marquée par des années de scandales, de corruption et d'instabilité, a une fois de plus empêché des négociations de coalition et à l'heure actuelle, il semble de plus en plus probable que la Bulgarie se dirige vers une nouvelle élection cette année, la 8e en seulement 3 ans. Un exemple vraiment stupéfiant de chaos politique. Et maintenant le grand moment que vous attendez tous, la France. La France a connu un séisme politique après la victoire du Rassemblement national aux élections parlementaires européennes. En réponse, le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et a convoqué des élections anticipées. Contrairement aux prévisions d'une vague d'extrême droite, le vote stratégique et les alliances d'opposition ont redéfini les résultats. Le nouveau Front populaire, NFP, une coalition de partis allant de la gauche radicale au centre-gauche, est devenu le gagnant surprise avec 182 sièges contre 131 en 2022. La coalition centriste d'ensemble de Macron arrive en seconde position avec 168 sièges, une chute par rapport aux 245 obtenus précédemment. Le Rassemblement national termine 3e avec 143 sièges, en hausse par rapport à ses 89. Les républicains et les candidats divers ont obtenu les sièges restants. L'élection a produit une Assemblée nationale suspendue, sans majorité claire parmi les 3 principaux blocs. Macron a initialement nommé Michel Barnier pour former un gouvernement, mais celui-ci s'est écroulé au bout de 3 mois après une motion de censure en décembre. François Bayrou, leader du mouvement démocratique MoDem, a ensuite été chargé de former un gouvernement. L'administration de Bayrou reflète celle de Barnier, avec seulement 211 députés le soutenant, ce qui la rend vulnérable à une chute. Ajoutant au défi, la Constitution française interdit une autre élection anticipée avant juin 2025, assurant ainsi une Assemblée nationale suspendue, prolongée. Nous attribuerons donc 1 point à la gauche radicale et aux partis de gauche pour la victoire du NFP et leur forte présence à l'Assemblée nationale. Et moins 1 point pour le centre, pour la coalition d'ensemble de Macron qui a perdu sa majorité. Ceci dit, c'est aussi une grande victoire pour le Rassemblement national qui, même s'il n'est pas en première place, a fait des gains significatifs. Beaucoup disent qu'ils sont en quasi-coalition avec le centre car ils peuvent faire chuter le gouvernement dès que l'envie leur prend. Mais pour cette vidéo, nous n'allons pas leur accorder de points parce qu'ils ne sont pas vraiment au pouvoir. Mais dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette décision.
Ensuite, nous avons l'Autriche où les électeurs se sont rendus aux urnes en septembre pour élire les 180 sièges du Conseil national. Le Parti de la Liberté d'Autriche, FPO, d'extrême droite a dominé l'élection, remportant 57 sièges, un gain impressionnant de 26 sièges par rapport à la dernière élection. Le Parti populaire autrichien, OVP, de centre-droite arrive en seconde position avec 51 sièges. En troisième position se trouve le Parti social-démocrate d'Autriche, SPO, qui a réussi à gagner 21 sièges supplémentaires. Les sièges restants ont été répartis parmi de plus petits partis. Bien que le FPO ait gagné, aucun des grands partis, y compris l'OVP, n'était disposé à former une coalition avec lui. Mais les discussions de coalition parmi les opposants du FPO se sont totalement effondrées il y a quelques semaines. Il semble qu'une nouvelle élection soit probable ou un gouvernement d'extrême droite du FPO. Pour plus de détails, consultez la vidéo liée ci-dessus. Mais puisque le FPO a remporté le plus de sièges en 2024, nous attribuerons un point à l'extrême droite. Ensuite, en octobre, nous retournons en Lituanie, mais cette fois-ci pour le deuxième tour des élections parlementaires, décidant les 141 sièges du Parlement unicaméral lituanien. Le Parti social-démocrate de Lituanie, LSDP, a émergé en tête, remportant 52 sièges. La seconde place revient à l'Union du patrimoine, chrétien-démocrate lituanien, TSLKD, avec 28 sièges. La troisième place a été prise par le parti de droite, mais socialement de gauche, Aube du Nemunas, PPNA, avec 20 sièges. En tant que le plus grand parti, le Parti social-démocrate de Lituanie a signé un accord pour former une coalition gouvernementale avec l'Union des démocrates pour la Lituanie et l'Aube de Nemunas populiste avec Gintautas Paluckas comme Premier ministre. Cela signifie un point pour le camp de gauche. De manière intéressante, la Lituanie a changé de cap en basculant vers la gauche. Il y a seulement 4 ans, les chrétiens démocrates étaient au pouvoir, rendant ce virage clair de la droite vers la gauche. La Lituanie se distingue comme l'un des seuls pays cette année où une telle inversion politique a eu lieu. Et vous savez ce que cela signifie, moins un point pour la droite. Maintenant, nous sommes en novembre et commençons par l'élection présidentielle de la Roumanie. Mais retenez vos applaudissements, aucun point ici, car le deuxième tour de l'élection a été annulé. Le premier tour a été remporté par Călin Georgescu, un candidat indépendant connu pour son antipathie envers l'UE et ses penchants russophiles. Cependant, la Cour constitutionnelle roumaine a annulé les résultats, invoquant des fraudes électorales et une influence russe illégale. Une nouvelle élection est donc prévue pour mai 2025. Donc, aucun point attribué pour l'instant. Mais la Roumanie a également eu des élections parlementaires. Les Roumains se sont rendus aux urnes pour élire 331 membres de la Chambre des députés et 134 membres du Sénat. Et voici comment cela s'est déroulé. La première place a été remportée par le Parti social-démocrate avec 22% des voix. La seconde place a été réclamée par l'Alliance pour l'Union des Roumains, AUR, d'extrême droite, obtenant 18%. La troisième place revient au Parti national libéral, le centre-droite, avec 13%. Les social-démocrates ont remporté l'élection et ont formé une coalition avec le PSD, le PNL et l'UDMR, maintenant la structure du gouvernement précédent. Cette coalition dispose d'une majorité au Sénat, mais repose sur le soutien de partis minoritaires à la Chambre des députés pour bien gouverner. Cependant, comme les social-démocrates ont remporté l'élection, nous attribuerons un point au camp de gauche. La dernière élection que nous couvrirons dans cette vidéo est celle de l'Irlande où les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur parlement. Concernant les résultats, la première place est revenue à Fianna Fáil, un parti de centre-droite avec 48 sièges. La seconde place a été remportée par Sinn Féin qui a sécurisé 39 sièges. Et la troisième place revient à Fine Gael, un autre parti de centre-droite avec 38 sièges. Les sièges restants ont été attribués à de plus petits partis. Fianna Fáil et Fine Gael ont décidé de travailler ensemble pour former un gouvernement. Bien qu'ils soient 2 sièges à court d'une majorité, ils ont entamé des discussions avec du plus petit parti et des indépendants pour obtenir le soutien nécessaire. Ces discussions sont toujours en cours, mais la victoire de Fianna Fáil et leur rôle central dans la formation du gouvernement méritent un point pour le centre. Bien sûr, on pourrait argumenter que Fianna Fáil penche davantage vers la droite, mais leur alignement avec Renew Europe soutient une catégorisation centriste. Et de plus, avouons-le, le centre a connu une année difficile. Alors il pourrait vraiment utiliser cette victoire. Le Portugal s'est rendu aux urnes en mars dernier et oh là là, c'était un moment marquant. Ces élections anticipées ont été déclenchées en novembre 2023 après la démission du Premier ministre António Costa en plein milieu d'une enquête pour corruption
présumés impliquant des contrôles lucratifs de des secteurs de lithium et d'hydrogène. Et si vous vous posez la question, oui, Costa est désormais président du Conseil européen. Un peu gênant, n'est-ce pas ? Les 230 sièges de l'Assemblée de la République étaient en jeu et voici comment les résultats se sont déroulés. En première place, l'alliance de centre-droite social-démocrate qui a remporté 80 sièges. Cette coalition regroupe 3 partis, le Parti social-démocrate étant le plus grand et le plus populaire. En deuxième place, le Parti socialiste de centre-gauche avec 78 sièges. Ils ont perdu la bagatelle de 42 sièges par rapport aux dernières élections et étant donné que c'était le parti de Costa, son scandale de corruption n'a probablement pas aidé. En troisième place, le parti d'extrême droite Chega décrochant 50 sièges. Un gain absolument spectaculaire de 38 sièges par rapport aux élections précédentes. Il semble que Chega ait récupéré une grande partie des voix socialistes. Et les sièges restants, répartis entre des plus petits partis et des indépendants. Ces élections marquent la fin des 9 années de règne d'Antonio Costa en tant que Premier ministre, 2015 à 2024. Et son successeur est Luís Montenegro, leader du Parti social-démocrate. Le Portugal est désormais gouverné par une coalition minoritaire entre le PSD et le PSP. Maintenant, le bilan. Le PSD l'emporte, donc 1 point pour le camp de droite. Et les socialistes, aïe, une défaite cuisante et comme le Parlement est passé du centre-gauche au centre-droite, cela fait 1 point de moins pour le camp de gauche. Ça pique. Et voilà, c'est un débrief des élections de 2024. Et sans plus tarder, passons aux scores finaux dans la course politique européenne. La dernière place, le centre. Il termine l'année avec moins 1 point, marquant une nouvelle performance décevante pour les centristes à la manière de Macron. En avant-dernière place, c'est la gauche radicale, avec seulement 1 point. Leur seule bouée de sauvetage a été la performance impressionnante de la coalition du Nouveau Front Populaire en France, où le parti de la France Insoumise a connu un franc succès. La troisième place revient à l'extrême droite qui termine avec 5 points. Cette année a été exceptionnelle pour eux, victoire nette en Autriche et en Hongrie, ainsi que des succès en coalition à travers l'Europe. Cette dynamique ne doit pas être ignorée. En deuxième position, on a la gauche qui termine l'année avec 4 points. Les victoires clés en Lituanie et en France ont été des moments marquants. Et la première place revient au camp de droite avec 7 points. Ils continuent de dominer le Parlement européen et maintiennent leur position comme une force majeure dans la plupart des États membres. En réalité, l'éventail de la droite, l'extrême droite et la droite, a accumulé 12 points contre 7 pour la gauche, affirmant leur domination. Et n'oublions pas l'effondrement du centre, un partenaire crucial pour de nombreux partis de gauche. Avec le centre disparu, la voie de la gauche vers une influence plus large semble de plus en plus incertaine. En prévision, 2025 promet également des élections clés à surveiller. L'Allemagne se rendra aux urnes en février, les élections présidentielles de la Roumanie sont prévues pour mai, et la Pologne suivra avec ses élections présidentielles en juin. Et qui vous offrira la meilleure couverture électorale, c'est nous. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Un grand merci pour avoir regardé la vidéo, ça nous a pris beaucoup d'efforts. Et à la prochaine!